Alors moi, je vais vous parler donc du format Dolby Vision, qui est le HDR version Dolby. Il y a énormément de choses à dire, donc je vais sans doute pas tout couvrir. Je ferai des allers-retours entre le format pour le cinéma et pour le home. J'avoue que je connais mieux la partie home, mais de toute façon les principes sont les mêmes et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le HDR qui restent valables dans tous les formats. Donc, on va essayer de se concentrer plutôt sur les spécificités qui sont liées au format Dolby Vision. Alors déjà, quand on parle de toutes ces nouvelles technologies, on parle donc d'augmentation de résolution, d'augmentation de cadence image. Le HDR, c'est à la fois l'augmentation de la dynamique, mais pour Dolby, c'est aussi l'augmentation de l'espace colorimétrique. Et on voit ces deux paramètres-là combinés l'un avec l'autre, parce qu'il est difficile de faire varier l'un sans faire varier l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de volume colorimétrique. Donc la représentation standard des espaces colorimétriques est en 2 dimensions. Donc on voit, on connaît très bien ces petits triangles les uns dans les autres qui montrent comment on a plus de couleurs quand on augmente l'espace. C'est aussi intéressant de le voir en 3D. Avec aussi comment une couleur va varier quand on change la luminance. Quand on reste dans un espace colorimétrique restreint qui est celui du Rec 709, on va pas pouvoir saturer certaines couleurs parce qu'on va être limité au niveau de la dynamique lumineuse disponible. Par exemple, le bleu, dans un référence Rec 709, va se trouver à 8 nits. Et si vous voulez vraiment avoir un bleu saturé, vous êtes obligé de rajouter de la dynamique, donc de passer en HDR. C'est souvent le problème d'ailleurs sur les ciels qui en SDR sont rarement très bleus et sont plutôt gris ou un petit peu blancs. Les valeurs qui sont données là, c'est-à-dire le container Dolby Vision pour un mastering home, est prévu pour aller de 0 à 10 000 nits. Alors pourquoi 10 000 nits? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par Dolby il y a de ça quelques années, avec des études de préférence en mettant des gens lambda qui n'étaient pas forcément experts images à regarder des écrans et des images à différents niveaux d'intensité lumineuse. Le prototype qui était construit à l'époque, c'était un projecteur cinéma derrière une dalle LCD et on pouvait monter jusqu'à 20 000 nits. Et 90% des gens préféraient des intensités lumineuses allant jusqu'à 20 000 nits. Alors je vous rassure, pas tout l'écran à 20 000 nits, il y avait des points, c'est vraiment pour les highlights, les lumières spéculaires. Et donc, 20 minutes étant quand même assez un challenge, il a été décidé d'aller plutôt jusqu'à 10 minutes, entre 0 et 10 minutes. Vous connaissez l'échelle des nits sous candela par mètre carré, je ne vais pas repasser là-dedans, mais entre 1000, 2000, 3000, on ne sait pas non plus la même variation qu'entre 0 et 1000, c'est-à-dire que ce n'est pas une échelle linéaire qui s'approche plutôt de quelque chose de logarithmique. Donc 10 000 nits, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui va brûler les yeux si c'est sur une spéculaire, sur une lumière spéculaire. Sur le cinéma, le format Dolby Vision au cinéma, on ne dépasse pas les 108 nits en lumière maximale, mais par contre on descend quasiment au noir absolu. L'absolu n'étant pas de ce monde, on y est presque, mais quand on a vraiment le noir dans la salle et que le projecteur est allumé mais sans lumière, vous ne voyez quasiment pas vos mains. Donc on est presque au niveau du noir absolu. C'est ce qui donne le contraste 1 pour 1 million qui a été présenté tout à l'heure. Donc une autre spécificité de Dolby Vision, c'est cette création de métadonnées dynamiques à différents points de la chaîne et notamment à l'étalonnage, qui va permettre en fait de capturer ce volume de couleurs qui existe dans le contenu et les intentions artistiques qui ont été mises en œuvre au moment de l'étalonnage. Donc l'afficheur, le moniteur, a un volume de couleurs disponible parce qu'il a son espace colorimétrique plus la dynamique dont il est capable de faire preuve. Et ensuite, ça va être restitué sur tout un tas de télévisions grand public avec des capacités plus ou moins bonnes. Et on sait tous ce que donne un film restitué sur des télés de marques différentes. Des fois, on ne retrouve pas tout à fait ce qu'on avait fait. Et donc, ces métadonnées vont être transmises aux télévisions. Celles qui comprennent évidemment ce format vont adapter le volume
le volume du contenu au départ à ce qu'elles savent faire. Donc on va avoir une sorte de translation de ce volume, un peu comme un ballon qu'on va gonfler et dégonfler, pour avoir quelque chose qui reste fidèle à l'intention de départ. Ce qu'on montre ici aussi, avec une comparaison avec le HDR10, donc le HDR10 lui a des métadonnées statiques dont je vais pas, qui vont décrire la valeur moyenne, la valeur max et la valeur min, une fois pour tout le programme. Et donc on va faire une adaptation qui va être valable du début à la fin du contenu. Or, il peut y avoir beaucoup de variations dans un film avec des scènes très sombres, des scènes très lumineuses. Donc on va arriver à un compromis. Il suffit qu'il y ait une scène très lumineuse dans un film sombre et tout va être tiré vers le bas. Et puis aussi, puisque la couleur et la dynamique lumineuse sont liées, on va avoir des fois des saturations ou des couleurs qui vont pas être rendues de la même façon, puisque cette translation, en fait, cette correspondance entre luminance et chrominance va pas forcément être bien rendue. Donc, il y aurait de quoi faire toute une heure sur ces sujets-là, mais peut-être que ce sera couvert dans la prochaine partie. Donc ces métadonnées dynamiques propres au Dolby Vision sont aussi utilisées au niveau d'une télévision grand public pour optimiser scène par scène le rendu. Parce que ces télévisions grand public, elles n'ont pas forcément les capacités des moniteurs professionnels. Et puis on a toute une gamme de télévisions grand public. Il y en a qui sont très haut de gamme, comme les OLED qu'on a vus. Et puis il va y avoir des télévisions qui ont très peu de zones de contraste. Il y a même des télévisions qui sont ce qu'on appelle le global dimming, qui ont une seule possibilité de contraste. Et en fait, elles vont pouvoir bénéficier de ces métadonnées en sachant finalement si la scène a été plutôt étalonnée dans les lumières sombres ou dans les lumières hautes, et à chaque fois translater aux capacités de la télévision, ce qui évite d'avoir des moments où on voit plus rien ou des scènes totalement brûlées. Donc quelque part, on augmente artificiellement le contraste de la télévision en guidant le rendu, ce qui est absolument impossible à faire avec un processing automatique, puisque la télé n'a pas le temps d'anticiper ce que le contenu fait, et on aurait des flashs en fait du backlight qui se ferait un rétroéclairage en direct, mais avec un peu de décalage. Voilà, alors pour faire un petit peu un point sur la façon dont on crée du contenu en Dolby Vision aujourd'hui. C'est vraiment pensé comme un format end-to-end, comme toute technologie, la plupart des technologies Dolby que vous connaissez sans doute aussi pour le son, avec une valeur créée à différents points de la chaîne, déjà dans le contenu, transportée à travers les différents médias et restituée au niveau du cinéma ou des télévisions grand public, et puis après de tout ce qui est mobilité. Et le point on va dire le point qui rallie tous ces différentes étapes, c'est les métadonnées de Dolby Vision. Alors aujourd'hui, pour faire de l'étalonnage, donc si on veut avoir du HDR au cinéma, donc on étalonne maintenant directement sur le projecteur, que ce soit avec un projecteur éclair color ou quand on veut faire du Dolby Vision avec un projecteur Dolby Vision. Et puis ensuite, on refait un étalonnage à partir de ce master pour le DCI. Il y a des outils qui sont en train d'être mis en place côté Dolby pour avoir une proposition, plus ou moins une première proposition automatique qui partirait du master Dolby Vision pour aller vers le master à 40 units. C'est en cours de création pour l'instant, ça veut dire 2 étalonnages, mais comme on a déjà fait quelque chose de cohérent, ça ne veut pas dire refaire un étalonnage totalement. Et ensuite, donc ce master qui a été fait pour le Dolby Vision Cinéma peut être transmis pour le Dolby Vision Home. Et on est déjà dans un espace colorimétrique P3, donc on a déjà quelque chose qui est cohérent. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes niveaux maximum, puisqu'on est sur... soit on a un moniteur comme le Sony BVM qui monte à 1000 nits, ou alors on a des moniteurs Dolby qui sont en prêt dans différents labos qui montent jusqu'à 4000 nits. Donc évidemment, les niveaux min-max changent, mais on reste déjà dans quelque chose qui est cohérent. Et ensuite, la proposition, c'est que la version SDR
est décliné à partir du HDR de façon, il y a une proposition automatique et une façon de réadapter. Alors ça, je vais vous en parler un peu plus en détail. Et la boîte magique pour faire ça s'appelle le CMU, qui veut dire Content Mapping Unit, qui permet donc de faire cette adaptation du volume de couleurs que j'ai montré tout à l'heure et de différents paramètres de l'image. Donc, dans une salle d'étalonnage, vous aurez donc un moniteur HDR et un moniteur SDR qui prendra la proposition automatique déclinée du SDR. Donc l'étalonnage HDR, finalement, Dolby Vision n'a rien de spécifique par rapport à un autre étalonnage HDR. Juste, il y a quelques recommandations pour avoir un moniteur HDR, donc il faut que le contraste soit au minimum de 1 pour 200 000, qu'évidemment ils prennent le PQ, puisque Dolby Vision est basé sur PQ. Qui pour nous est la courbe qui permet vraiment de représenter la sensibilité de l'œil aux différentes variations de lumière. Et puis minimum P3. On sait bien que certains moniteurs s'annoncent Rec 2020, mais le Rec 2020 est difficile à obtenir aujourd'hui au niveau technique, donc on est plutôt au niveau du P3. Et ensuite, la spécificité des outils Dolby Vision à ce moment-là, ça va être d'effectuer une analyse image par image, plan par plan, et de capturer tous les paramètres qui représentent en fait l'intention artistique de l'étalonneur à ce moment-là. Donc ça va être, il y a beaucoup de paramètres, mais ça va représenter à la fois le volume de couleur, là où sont les détails, là où sont les contrastes. Et ces paramètres vont ensuite être restitués sous un format, créer les métadonnées sous un format XML ou autre. Hein. Pour l'instant, c'est un fichier XML qui est transporté avec le master HDR. Ensuite, deuxième étape, donc création du SDR. Le fameux CMU va servir à générer automatiquement une proposition SDR et l'étalonneur va pouvoir lui ajuster ce qui lui a été proposé. De l'avis des étalonneurs qui ont expérimenté ces outils, en général c'est à 80-90%, c'est quelque chose de valable. Après, il y a toujours des petites choses à ajuster. Plus on part d'un espace HDR grand, évidemment, plus il peut y avoir de pourcentage d'erreur sur la réduction vers le SDR. Mais aussi, de l'avis général, le SDR issu du HDR est généralement meilleur que le SDR natif. Parce qu'on part d'un espace plus grand pour faire quelque chose plus petit. Ça peut peut-être se comparer à une diminution de résolution quand on passe de l'UHD et qu'on fait une conversion HD. On peut garder plus de détails, on choisit ce qu'on va garder. Donc voilà, c'est intéressant. Après, ça peut aussi avoir une esthétique différente. Donc c'est à chacun de voir s'il veut coller à une proposition SDR comme avant ou s'il veut aller vers autre chose. Ce sont des outils qui sont proposés. Et donc cet ensemble des métadonnées à la fois qui décrivent le master HDR et la proposition SDR sont mises ensemble avec le master pour générer donc, ces deux versions et puis aussi tout un tas de versions intermédiaires. Alors on peut soit envoyer tout ça à une télévision grand public qui va gérer lui-même les versions intermédiaires, soit si quelqu'un veut le faire, générer à chaque fois des streams de métadonnées pour toutes les versions intermédiaires. On pourrait dire, moi je fais aussi un stream de métadonnées pour le minutes, pour le 2 minutes, pour le 3 minutes. C'est possible. Après on peut aussi laisser le processeur interpoler et il y a suffisamment de données de toute façon. Pour les exports, finalement, on peut sortir une séquence de TIFF en 16 bits avec les métadonnées et puis créer donc le fichier mezzanine, le fichier pivot, qui est la combinaison de ces deux fichiers, soit en MXF, tout ce qui est standardisation IMF est en cours, mais ça se fait beaucoup. Aux États-Unis, ils utilisent plutôt du JPEG 2000. C'est vrai qu'ici, on est plus sur du ProRes, etc. Donc ça aussi, c'est en cours, on va dire, de développement dans l'industrie, voir qu'est-ce qui a le plus de sens pour qui. Donc voilà, au final, ce master qui permet de générer ces deux versions, à la fois donc le Dolby Vision, le SDR, mais aussi le HDR10 qui est appelé ici Generic HDR. Pourquoi pas du HLG s'il y avait besoin.
Mais c'est vrai qu'à la base, c'est deux univers un peu différents. Et au niveau de la transmission, donc un encodeur qui va par exemple servir à faire un fichier de vidéo à la demande va prendre ces métadonnées, les combiner, encoder l'image et mettre les informations des métadonnées dans l'image qui ensuite vont être compris par les différentes télés. Alors il y a différentes façons de distribuer du Dolby Vision aujourd'hui. Soit il y a des façons rétrocompatibles, des façons non rétrocompatibles, plus ou moins efficaces en débit. Donc ça va vraiment dépendre de ce que les services veulent faire, si c'est de la télévision, on va dire, linéaire, si c'est de la télévision à la demande, si c'est de l'Internet, etc. C'est plutôt flexible. Ensuite, ça va aussi, c'est l'industrie et l'adoption de l'industrie et les besoins qui définissent aussi les solutions qui sont déployées. Et on peut également faire offline les différentes déclinaisons qui sont nécessaires. Au niveau du montage, juste une petite parenthèse, rien de bien spécial, si ce n'est qu'il faut mettre les métadonnées en face de l'image, éviter de décaler et de perdre les métadonnées, donc ça paraît rien, mais c'est comme une logistique à gérer. Et puis quand il y a une image qui est coupée, il faut couper les métadonnées qui correspondent, et normalement avec ça, tout va bien. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui sont compatibles avec ça. De la même façon que des stations d'étalonnage, il y en a plusieurs de compatibles aussi. Donc c'est déjà accessible. Au niveau du déploiement du format dans le monde réel, donc pour ce qui est de l'adoption dans le grand public, il y a 10 marques de télévision qui ont annoncé ou lancé des produits. Le premier, en Europe en tout cas, étant LG. Et sur toute sa gamme OLED de l'année dernière et de cette année. Aussi sur les gammes Ultra HD, donc LED, qui sont peut-être moins premium, mais qui justement bénéficient des particularités de ce format et de la capacité d'utiliser les métadonnées dynamiques pour améliorer le rendu. Donc l'ambition, c'est de pas seulement aller sur les télés super chères, mais d'adresser toute la gamme et de garder cette valeur ajoutée du contenu. Quelque chose qui pourrait être une démo qu'on a fait des fois, mais j'ai pas pu emmener ici, c'est de montrer comment même une télé finalement assez bas de gamme, qui lit du Dolby Vision, a un rendu assez proche d'un moniteur professionnel et on garde des couleurs qui restent fidèles. Alors on n'aura jamais le même rendu évidemment, mais le fait d'être guidé par ces métadonnées et la capture de l'intention artistique fait qu'on n'a pas des couleurs qui changent complètement. Par exemple, un noir et blanc qui devient sépia, ça c'est assez fréquent dans les choses, ou les bleus qui sont saturés différemment. Les teintes de peau, je crois que c'est ce qu'il y a de plus visible comme dérive au niveau des couleurs. Ça, on est sûr du coup de garder quelque chose de fidèle. Le Blu-ray est aussi quelque chose sur lequel on compte beaucoup pour le déploiement du format. Donc Dolby Vision est en option dans Blu-ray Ultra HD. C'est que la couche de base, c'est du HDR10 et on a une couche de rehaussement pour apporter l'expérience Dolby Vision. Les premiers lecteurs, ça arrive maintenant. Donc d'ici quelques mois, il y en aura 3 modèles disponibles sur le marché et les premiers disques vont arriver bientôt aussi. Et ces lecteurs permettront aussi de faire ce que j'ai montré, comme avec un CMU, de faire des réductions automatiques vers du SDR, du HDR10 et du Dolby Vision. Donc ces mêmes fonctions du CMU sont présentes à différents endroits de la chaîne. Les studios ont tendance à adopter le format, notamment à Hollywood, qui est la proximité naturelle de Dolby. Sans doute aussi parce que c'est le format le plus vaste qui permet d'aller vers les autres formats si nécessaire. Donc faire un master Dolby Vision donne la garantie aussi de pouvoir décliner dans tous les formats qui sont nécessaires pour la distribution. Des titres, il y en a à peu près 85 qui ont été étalonnés. Pour le home, pour le cinéma, c'est 77 de mémoire.
Donc ça commence à décoller doucement. Je rappelle que le lancement, c'était début 2015, avec les premières télévisions qui sont plutôt arrivées milieu d'année. C'est la première fois qu'un format qu'on lance commence par la télévision, quoi, un peu par l'usage domestique avant de commencer par le cinéma. Mais cette fois, je pense que le HDR a été attiré, enfin le HDR au niveau des télévisions a tiré le cinéma. Faut dire que les challenges au niveau technologique pour le cinéma sont un peu différents. D'où la preuve, la rareté des projecteurs aujourd'hui. 5 services de streaming en ligne. Le premier ayant été Netflix, après Amazon, Vudu aux États-Unis, et puis 2 en Chine. Voilà, bientôt en Europe. Donc les séries, effectivement, Netflix produit beaucoup de séries. À l'extérieur, on a installé 2 télévisions, une OLED Dolby Vision et une autre télévision LG, juste 4K SDR. Et on stream les mêmes séries, donc en direct. Donc désolé si des fois il y a des problèmes de débit. Mais vous pourrez voir la comparaison entre les deux. Et puis, au niveau du cinéma, donc il y a 75 salles installées à présent, 230 qui sont dans les tuyaux. Effectivement, en Europe, on en a que 5 pour l'instant. Mais c'est en cours de discussion. C'est vrai que la particularité de l'Europe, c'est d'être plus fragmenté. Donc c'est aussi plus... mes collègues aux États-Unis ont plus de facilité à discuter avec les grandes chaînes, effectivement. Mais en tout cas, on discute avec tout le monde. Il y a beaucoup d'intérêt pour la solution qui est très qualitative. Et je pense que tout le monde reconnaît, après avoir vu une démo Dolby Cinema, qu'il y a aujourd'hui difficilement mieux. Mais voilà, la technologie met du temps à s'installer. Une autre chose aussi qui est peut-être intéressant au niveau marché, dans les salles aux États-Unis où on a à la fois côte à côte chez le même, on va dire, exploitant, un IMAX et un Dolby Cinema. Le Dolby Cinema a une meilleure performance que l'IMAX au niveau des entrées, au niveau de la satisfaction du public. Donc il y a réellement, même si Dolby est nouveau sur ce créneau-là, il y a réellement une reconnaissance et une acceptation de la qualité qui est proposée. Donc voilà le contenu, majoritairement Hollywood aujourd'hui. Et puis au niveau de la maison, donc enfin tout ce qu'on a en home, on a à peu près 80 films, donc aussi beaucoup de Hollywood. Après ça vient aussi pas mal en Europe. Les séries aussi, tout ce qui est contenu de séries, puisque c'est vrai que la série est presque un nouveau genre aujourd'hui dans lequel il y a des moyens pour la production. Parfois combiné au Dolby Atmos, pas toujours, mais c'est vrai que c'est une proposition qu'on pousse pour l'immersion totale. Et donc voilà les séries dont je parlais. Il y en a qui sont plus documentaires comme Chef's Table que vous pourrez voir à l'extérieur. Et là, il s'agit aussi d'apporter du réalisme à toutes ces scènes qui sont filmées soit en intérieur dans les cuisines, soit en extérieur. Et donc, comme on est dans un monde plutôt multi-écran, la proposition arrive aussi sur les mobiles. Les premiers mobiles ont été annoncés en février là, au Mobile World Congress, avec les premiers mobiles LG, qui est donc un partenaire plutôt fidèle. Il y a beaucoup de choses à définir autour de l'usage en mobilité. C'est sûr que les écrans mobiles ont déjà une luminosité assez forte du fait qu'ils sont faits pour marcher à l'extérieur. Après, voilà, c'est sûr que la résolution aussi, l'augmentation de résolution est difficilement perceptible sur un mobile. Par contre, l'augmentation de dynamique peut l'être. Donc, il y a tout un écosystème à créer autour de ça. Voilà, donc je laisse un peu de temps pour les questions. Donc allez-y si vous voulez. Je suis consciente de ne pas avoir tout couvert, mais je pense vous avoir donné pour le moment les essentiels autour du Dolby Vision et de la création du Dolby Vision. Je suis pas sûr que... Ah, si.
Oui, pardon. Bonjour. Peut-on parler du problème économique? Parce que je crois savoir que l'équipement d'une salle en Dolby Vision coûte très cher. Donc c'est ma première question. Et en corollaire, je voudrais savoir si proportionnellement, ça doit être aussi cher de s'équiper d'un lecteur Blu-ray équipé pour lire Dolby Vision. Alors, on peut volontiers parler du problème économique, parce que le fait de s'équiper en Dolby Vision dans une salle est cher, c'est un mythe puisqu'il n'y a pas de prix. Le modèle en fait qui est déployé par Dolby, c'est un modèle de revenu cher, donc un partenariat avec un exploitant. Dolby fait l'installation technique, donc apporte le projecteur, s'occupe de la maintenance du projecteur, fait l'installation sonore aussi, et puis ensuite il y a partage de revenus sur les revenus de la salle. Donc c'est difficilement comparable à autre chose, on peut difficilement mettre un prix. Je pense qu'on ne donne pas de prix à notre projecteur parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail de recherche et qu'il y en a, voilà, c'est fabriqué par nous. Il n'y a pas un modèle de vente pour l'instant. Donc, que répondre à cette question, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est un modèle économique spécial pour l'instant qui est limité à ça, qui peut-être évoluera dans le futur, mais c'est ce que c'est aujourd'hui. Et pour le Blu-ray, ça, ce seront les fabricants qui choisiront comment ils veulent monnayer. En fait, certainement les premiers auront l'exclusivité. De notre côté, ça ne fait pas l'objet de revenus non plus. Enfin, ça ne va pas doubler le prix d'un lecteur. Pour nous, c'est juste un composant parmi d'autres dans les lecteurs UHD qui ont beaucoup d'autres fonctions à apporter au public. Oui, bonjour. Bonjour. Comment on peut utiliser Dolby Vision sur un plateau? Sur un plateau de Enfin, en tournage. tournage, quoi. Oui, voilà. Alors, il n'y a pas de spécificité Dolby Vision par rapport aux autres HDR au moment du tournage. La recommandation, c'est simplement d'avoir un moniteur HDR au moment de prendre les images, de garder le maximum de dynamique. Tout ce qui est métadonnées est créé soit à l'étalonnage, soit quand on est dans une diffusion live, par exemple pour du sport. C'est un processeur qui se situe avant l'encodeur vidéo qui va analyser et faire le même travail en fait, analyser l'image en direct et créer ces métadonnées. Mais il n'y a pas de contrainte spécifique au moment du tournage, si ce n'est d'avoir une bonne caméra très dynamique et un moniteur pour vérifier ce qu'on fait. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Pour préciser par rapport au HDR, à partir de combien de diaph ou de f-stop on en parle de HDR? Alors ça, c'est un grand débat. Qu'est-ce qu'on dirait? On fait un vote? Bah, moi, j'ai souvent entendu parler 14. Après, chacun peut avoir son avis sur la question. Je pense, Dolby a beaucoup mentionné 14. Je crois que c'est plutôt un débat de l'industrie que quelque chose de spécifique à une technologie ou des avis personnels. Bonjour. Les films qui ont été réétalonnés en Dolby Vision après, ils ont été faits à partir des DCP comme pour le Éclair Color, ou alors il y a eu un retour sur les rushs ou un travail avec le chef opérateur du film par exemple? Ouais, alors ceux qui ont été réétalonnés après la première sortie ont été refaits à partir des rushs, de préférence les RAW, si ce n'est pas possible, le format intermédiaire, mais pour avoir vraiment toute la dynamique de départ. Et oui, toujours avec le chef opérateur ou quelqu'un désigné par la production en tout cas. Alors, de quoi on a besoin dans le laboratoire pour intégrer Dolby Vision? Donc, d'une station d'étalonnage validée avec les Dolby Vision Tools qui permettent en fait d'analyser et de créer ces métadonnées. On a un moniteur HDR, mais ça, c'est pas spécifique au Dolby Vision. Et puis du fameux CMU qui fait cette version automatique du SDR et qui crée les métadonnées pour générer le SDR. Ça pourrait être en location, comme à une époque pour d'autres fichiers Dolby. Ouais, le modèle, c'est effectivement un peu des licences à l'année, on va dire, pour avoir les outils et le CMU. C'est plutôt ça le modèle aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions?
C'est pas cher. Enfin, entre 0 et 100 000. Non, après, c'est le début, donc je pense qu'on en discute aussi avec chaque post-production en fonction des projets. Ça va... Enfin, pour être honnête, si tous les labos de l'Europe entière s'équipent demain, on va être débordés, on n'arrivera pas à faire face. Donc il y a aussi un dialogue avec chaque post-production pour être sûr que la valeur ajoutée soit vraiment là et de savoir comment on peut collaborer ensemble. Voilà. Ben, en fait, on reva sur la scène qu'on veut corriger, et puis on corrige juste la track de metadata qui est liée au SDR. Ça ne touche pas la version HDR. Ouais. Voilà. On peut le faire si on veut scène par scène, ou on peut faire, à la fin, on fait un rendu général. Donc c'est pas forcément linéaire. Alors il y a Resolve, Baselight, Lustre et Nucoda. Oui, alors j'ai la liste des trucs d'editing là-bas. Enfin, je pourrais vous la redire, mais effectivement, par exemple, dans Resolve, il y a un plugin qui permet, ou dans la Vid, ou Premiere Pro, il y a des plugins qui permettent de gérer et de reconnaître ces métadonnées et de les gérer en même temps que la track vidéo. On monte les films avant de les étalonner ou en parallèle, mais Oui. pas le contraire. Non, là, c'est dans le cas où on doit rééditer un master pour faire une coupe ou pour faire, je sais pas moi, une bande démo final, oui. ou un truc comme ça. Voilà. D'accord, merci. Excusez-moi, il y a quelque chose là, oui, que j'ai pas bien compris, vous l'aviez cité tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on veut travailler en HDR au montage, donc ça revient un peu à la question de monsieur, vu que les métadonnées ne sont pas données par la caméra, ou une boîte, disons, quelque part entre le capteur et l'enregistreur, comment l'éditeur monte, enfin en HDR, vous voyez ce On que n'a je pas veux dire besoin de métadonnées au moment de ce montage-là. L'essentiel, c'est d'afficher, en fait, de pouvoir afficher l'image HDR pour savoir, pour avoir une pleine conscience de la dynamique de l'image, mais il n'y a pas besoin de métadonnées à ce moment-là. Les métadonnées, elles servent à capturer l'intention artistique au moment de l'étalonnage, pour ensuite que ce soit rendu au mieux au moment du playback. Et elle sert aussi pour cette version, cette déclinaison SDR. Mais dans une salle de montage, on n'a pas besoin de ces métadonnées. Voilà, donc c'est la fin de la conférence de Dolby. Vous pouvez applaudir à Anaïs.